La science secrète. Pourquoi la politique nous transforme en fans? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une simple discussion politique peut transformer les personnes les plus calmes en véritables hooligans? Pourquoi défendons-nous un parti ou un candidat avec la même passion que notre équipe de football préférée? Eh bien, restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons faire un voyage profond, très profond, dans les recoins les plus sombres et les plus fascinants de notre cerveau pour révéler pourquoi la politique nous dérobe la raison. Et je vous promets une chose, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un débat politique de la même manière. Commençons par ce que nous connaissons tous. La politique, dans sa forme la plus simple, nous divise en camps. Les rouges contre les bleus, la gauche contre la droite, ceux d'ici contre ceux d'ailleurs. C'est la manifestation la plus visible. Vous enfilez un maillot, qu'il soit littéral ou figuré, et soudain, l'autre équipe n'est plus seulement constituée de personnes qui pensent différemment. Ce sont les autres. Et cela s'infiltre partout. Pensez-y, cette tension au dîner de Noël lorsque votre beau-frère commence à parler, ou cet ami que vous cessez de suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il n'arrête pas de publier des choses du camp d'en face. Ce n'est pas seulement une différence d'opinion sur les impôts, ça devient personnel, n'est-ce pas? On a l'impression qu'ils s'en prennent à quelque chose de personnel. Mais d'où vient ce besoin de former des équipes? La réponse, comme presque toujours, se trouve dans notre passé évolutif. Imaginez nos ancêtres dans la savane africaine. Appartenir à une tribu n'était pas une option, c'était une question de vie ou de mort. Votre tribu vous offrait nourriture, protection et coopération. Ceux de l'extérieur, les autres tribus, représentaient une menace potentielle. Notre cerveau, pour survivre, s'est programmé avec un logiciel très simple. Nous, c'est bien. Eux, c'est un danger. Alors oui, la politique en tant que sport d'équipe a une logique évolutive. Mais si ce n'est que ce que nous voyons en surface, comme la pointe d'un iceberg gigantesque, quels sont les moteurs secrets et puissants qui animent tout cela sous les eaux glacées? Attachez votre ceinture car nous allons plonger. Voici la première grande révélation. Il ne s'agit pas seulement d'appartenir à un groupe. Il s'agit du fait que ce groupe devient une partie de qui vous êtes. En psychologie, cela s'appelle l'identité sociale. Cela signifie que le prestige, les victoires et les défaites de votre groupe politique, vous les ressentez comme si elles étaient les vôtres. Quand votre parti gagne, une partie de vous se sent victorieuse. Quand il perd, vous ressentez une piqûre de défaite personnelle. Votre estime de soi a fusionné avec le destin d'un collectif. Et comprendre cela est un outil incroyablement puissant. D'un côté, cela vous permet de construire des ponts. Si vous savez que l'identité est clé, au lieu d'attaquer les idées de quelqu'un, vous pouvez faire appel à une identité plus large que vous partagez tous les deux. Par exemple, au lieu de dire « votre parti est en train de ruiner le pays », vous pourriez dire « en tant que citoyen de ce pays, comment pouvons-nous résoudre ce problème ?» Mais, et c'est crucial, cela vous permet aussi de détecter le danger. Quand un leader politique ne parle pas de politique, mais se contente de dire « eux, les autres, sont une menace pour notre mode de vie », il ne débat pas. Il utilise le manuel de l'identité sociale pour vous manipuler, pour activer cette ancienne peur de la tribu ennemie. C'est un énorme signal d'alarme. Ensuite, il y a la règle invisible de la loyauté. C'est la norme de la réciprocité. C'est une règle sociale non écrite qui dit « si je vous aide, vous m'aidez ». En politique, cela se traduit par une pression immense pour soutenir votre équipe en tout, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Votre parti propose une loi qui ne vous convainc pas. Beaucoup la défendront quand même, parce qu'ils sentent qu'ils doivent loyauté au groupe. C'est comme si un ami vous demandait de l'aide pour déménager. Même si vous n'en avez pas envie, vous le faites, parce que c'est votre ami. Ici, c'est pareil, mais avec des conséquences bien plus grandes. Et notre cerveau, pour ne rien arranger, a un défaut de fabrication qui empire tout, le biais de confirmation. C'est la tendance naturelle de notre esprit à chercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. C'est un raccourci mental pour ne pas avoir à tout analyser. Le problème est qu'en politique, ce raccourci nous enferme dans une bulle. Pour le contrer, il ne suffit pas de dire « je vais être plus ouvert ». Vous devez faire quelque chose d'actif. La prochaine fois que vous verrez une idée du camp adverse, ne cherchez pas ses failles. Faites l'effort de chercher la version la plus solide et la plus intelligente de cet argument. Essayez de comprendre pourquoi une personne raisonnable pourrait le défendre. Cet exercice, que certains appellent le steel manning, ou construire un homme d'acier, est comme faire de la musculation pour votre muscle de la pensée critique. Depuis l'Antiquité, nous ne nous sommes pas unis par les données, nous nous sommes unis par les histoires. Les tribus s'asseyaient autour du feu et racontaient des mythes sur leurs héros et leurs ennemis. Ces histoires créaient une réalité partagée. Aujourd'hui, les campagnes politiques les plus efficaces ne vous vendent pas un programme en 10 points. Elles vous vendent une histoire, celle du héros qui sauvera la nation, celle du peuple oublié contre les élites corrompues. La morale est simple mais brutale. Si vous voulez comprendre la politique, cessez de ne regarder que les chiffres et commencez à analyser quelle histoire on vous raconte. Si nous rassemblons toutes ces pièces, nous arrivons à la déduction la plus importante de toutes pour votre vie réelle.
Et la voici, un débat politique n'est presque jamais un débat sur des faits. C'est un choc d'identité, une bataille de loyauté et une guerre d'histoire. C'est pourquoi il est si inutile de lancer des données et des statistiques à quelqu'un du camp adverse. Vous n'attaquez pas sa logique, vous attaquez son identité, sa tribu et l'histoire qui donne un sens à son monde. Et face à une telle attaque, le cerveau ne raisonne pas. Il se défend. Comprendre ces mécanismes nous donne un pouvoir incroyable. C'est comme avoir des rayons X pour voir la structure cachée de la politique. Mais si vous pensiez que c'était déjà clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable chaos, rempli de paradoxes et de dilemmes sans réponse facile. Bienvenue sur le premier grand champ de bataille, la sécurité collective contre la liberté individuelle. Un camp vous dira que pour protéger la société, nous devons céder certaines libertés, avoir plus de contrôle et de surveillance. L'autre camp vous dira que c'est une pente glissante vers la tyrannie et que la liberté individuelle est sacrée. Et l'enjeu est fondamental. Pour les uns, c'est la peur du chaos, de la violence, de la désintégration. Pour les autres, c'est la peur du contrôle, de l'oppression, d'un État qui domine tout. Maintenant, nous allons démonter un mythe que nous aimons tous. L'idée que les gens de l'autre côté sont stupides ou mauvais. Nous sommes fascinés d'y croire parce que cela simplifie le monde et nous fait nous sentir moralement supérieurs. Mais la psychologie nous donne une autre explication avec un nom un peu technique, l'erreur fondamentale d'attribution. Cela signifie que lorsque quelqu'un de notre équipe fait quelque chose de mal, nous pensons « bon, il avait de bonnes intentions, mais les circonstances étaient difficiles ». Mais si quelqu'un de l'autre équipe fait la même chose, nous pensons « c'est juste une mauvaise personne ». Même acte de jugement complètement différent. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que notre cerveau est programmé pour les juger plus sévèrement. Et voici un paradoxe qui va vous faire cogiter, popularisé par le philosophe Karl Popper. C'est le paradoxe de la tolérance. Si une société est infiniment tolérante, doit-elle aussi tolérer les intolérants? Si elle les tolère, les intolérants pourraient grandir, prendre le pouvoir et détruire la tolérance elle-même. Mais si elle ne les tolère pas, alors la société n'est plus parfaitement tolérante. Pensez-y, il n'y a pas de solution facile. C'est un nœud au cœur de la démocratie. Maintenant, un moment pour la critique. Nous acceptons tous les partis politiques comme quelque chose de normal. Mais, et s'ils faisaient partie du problème? Pensez-y, ont-ils été conçus pour représenter le peuple ou pour organiser le pouvoir? Favorisent-ils le débat ou exigent-ils une loyauté aveugle qui punit la pensée indépendante? Peut-être que la structure même des partis est une machine à fabriquer le tribalisme dont nous essayons de nous échapper. Même les controverses changent avec le temps. Prenons le débat sur le rôle du gouvernement dans l'économie. Il y a un siècle, la grande question était « le gouvernement devrait-il intervenir ou non ?» Aujourd'hui, presque personne ne conteste qu'ils doivent intervenir d'une certaine manière. Le débat s'est déplacé vers comment, combien et où doit-il intervenir. Cela nous montre que même nos batailles les plus féroces ne sont pas éternelles. Elles évoluent avec la société elle-même. Et tout cela nous connecte à un problème fondamental de la condition humaine. Comment diable parvenons-nous à faire coopérer en paix des millions d'étrangers avec des intérêts et des valeurs distinctes? La politique, avec tout son bruit, sa fureur et son cirque, n'est rien d'autre que notre tentative, souvent maladroite et désespérée, de résoudre cette énigme existentielle. C'est la plus grande et la plus chaotique expérience de l'histoire de notre espèce. Vous avez survécu au chaos. Vous avez vu les contradictions, les dilemmes et les batailles qui se déroulent sous la surface. Il est maintenant temps d'aller un pas plus loin, de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Bienvenue au niveau expert. Voici un concept que les stratèges politiques connaissent très bien, la fenêtre d'Overton. Imaginez une fenêtre verticale. À l'intérieur de cette fenêtre se trouvent toutes les idées considérées comme acceptables ou raisonnables par le public à un moment donné. Les idées en dehors de la fenêtre, en haut ou en bas, sont considérées comme radicales ou impensables. Le véritable jeu politique n'est pas seulement de débattre à l'intérieur de la fenêtre, mais de déplacer la fenêtre entière pour qu'une idée qui était auparavant radicale, peu à peu, commence à paraître sensée. Maintenant, un détail scientifique qui semble relever de la science-fiction. Des études en neurosciences, utilisant des scanners cérébraux, ont observé ce qui se passe dans le cerveau d'un fan politique lorsqu'il écoute des informations négatives sur son candidat. Et savez-vous ce qui se produit? Les zones du cerveau associées au raisonnement logique et à la pensée froide s'éteignent. Littéralement, elles s'assombrissent. Et les zones liées à l'émotion et à la résolution de conflits, celles du mode combat, s'allument comme un sapin de Noël. C'est comme si le cerveau, pour protéger l'identité du groupe, déconnectait le circuit de la logique et activait le système d'alarme émotionnel. Et nous devons parler d'un héros secret ou peut-être d'un méchant selon la façon dont vous le regardez. Un penseur français du 19e siècle nommé Gustave Le Bon. Bien avant les études modernes, il a écrit un livre intitulé « Psychologie des foules »
où il soutenait que lorsque les individus se rassemblent en foule, leur intelligence ne s'additionne pas. Au contraire, il se crée une sorte d'esprit collectif beaucoup plus primitif, émotionnel et irrationnel. Ce fut incroyablement controversé, mais il a anticipé d'un siècle l'idée que la psychologie de groupe est radicalement différente de la psychologie individuelle. Et si vous voulez une théorie vraiment rebelle, la voici, l'idée de la politique comme spectacle. Cette théorie dit qu'une grande partie de ce que nous voyons en politique, les discours passionnés, les lois symboliques, les querelles sur les réseaux sociaux, n'ont pas pour objectif principal de gouverner ou de résoudre des problèmes. Leur objectif est d'être un spectacle, une performance pour la base elle-même. C'est une façon de signaler « je suis de votre côté, je partage vos valeurs et je déteste ceux que vous détestez ». Ce n'est pas de la gestion, c'est du théâtre pour renforcer l'identité de la tribu. Préparez-vous à une découverte scientifique qui va à l'encontre de toute intuition. C'est ce qu'on appelle l'effet contre-productif ou l'effet de retour de flamme. Plusieurs études ont découvert quelque chose d'incroyable lorsque des personnes ayant des convictions très ancrées se voyaient présenter des données et des faits qui contredisaient ces convictions. Non seulement elles ne changeaient pas d'avis, mais elles s'accrochaient à leurs croyances originales avec encore plus de force. C'est comme si la tentative de les corriger avec la logique, ironiquement, renforçait l'erreur. Cela heurte frontalement notre idée que les gens rationnels changent d'avis avec de nouvelles preuves. Et maintenant, le moment Eureka. Nous allons relier les points. Pourquoi l'effet contre-productif se produit-il? Pensez-y. Un fait qui contredit votre vision du monde n'est pas vu comme une simple donnée. Il est perçu comme une attaque de la tribu ennemie. Cela active votre identité sociale. Votre cerveau, alors, pour vous protéger, active le biais de confirmation pour ignorer la donnée. Et si la donnée est trop forte pour être ignorée, la réponse émotionnelle que nous avons vue dans les scanners cérébraux se déclenche, vous faisant vous retrancher encore plus dans votre croyance. Ce ne sont pas des mécanismes séparés. C'est un système de défense de l'identité parfaitement interconnecté. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus nette et, soyons honnêtes, un peu plus sombre mais plus authentique de la réalité. Nous avons atteint la limite de ce que la science et l'histoire savent avec certitude. Osez-vous regarder vers la dernière frontière, vers le terrain de la spéculation et des grandes questions? Regardons 100 ans dans le futur. Comment l'intelligence artificielle pourrait-elle transformer ce jeu? D'un côté, nous pourrions imaginer un scénario dystopique où une IA crée une propagande parfaitement personnalisée pour chaque individu, exploitant ses biais et ses peurs d'une manière irrésistible. D'un autre côté, pourrions-nous imaginer une IA qui agit comme un arbitre de la vérité universelle, un fact-checker impartial qui nous aide à échapper à nos bulles et à débattre sur une réalité partagée? Et c'est ici que la science se heurte à un mur et que la philosophie doit prendre le relais. Sachant tout ce que nous savons sur nos biais tribaux et notre logique émotionnelle, est-il même possible de concevoir un système politique qui fonctionne malgré notre nature au lieu d'en être victime? Ou sommes-nous, en tant qu'espèce, fondamentalement condamnés à répéter le cycle du tribalisme pour toujours? Cela nous mène à une implication philosophique qui donne le vertige. Si nos loyautés politiques sont si profondément câblées par l'évolution, la culture et la psychologie de groupe, dans quelle mesure sommes-nous réellement libres de choisir nos idées? Sommes-nous les auteurs rationnels de nos croyances ou sommes-nous plutôt des marionnettes dont les ficelles sont tirées par des forces que nous comprenons à peine? Cela remet en question l'idée même du libre arbitre dans l'arène publique. Et se connecter à cela est crucial pour l'avenir de l'humanité. Des problèmes gigantesques comme le changement climatique, les pandémies ou la prolifération des armes nucléaires exigent un niveau de coopération mondiale sans précédent. Dépasser notre tribalisme politique inné n'est plus seulement un exercice intellectuel intéressant. Cela pourrait être littéralement la condition indispensable à la survie de notre espèce. Je vous laisse donc avec l'idée la plus provocatrice de toutes. Peut-être que la politique n'est pas l'art de gouverner. Peut-être est-elle en réalité la grande scène où l'humanité représente encore et encore sa lutte éternelle et interne entre l'appel de la tribu et le murmure de la raison. Le voyage à travers le terrier du lapin est terminé. Nous avons exploré la surface, dévoilé les mécanismes cachés, navigué dans le chaos et effleuré les frontières de la connaissance. Il est maintenant temps de prendre du recul et de contempler la vue d'ensemble. Vous vous souvenez comment nous avons commencé avec cette image si familière d'une discussion politique lors d'un dîner de famille? Une simple différence d'opinion qui se sent étrangement personnelle et animée. Maintenant, contrastez cette image avec l'idée finale à laquelle nous sommes arrivés, la possibilité que nous soyons des acteurs dans un théâtre neurologique, défendant des identités tribales forgées par des éons d'évolution, tout en croyant choisir librement nos idées. Nous sommes passés de voir la politique comme un débat à la voir comme un reflet des luttes les plus profondes de l'être humain. Le voyage a été immense. Et maintenant, je vous le demande directement.
De tout ce voyage dans ce terrier, quelle idée, quel concept, quelle révélation vous a le plus marqué ou vous a fait voir les choses d'une manière complètement nouvelle? Quelle que soit votre réponse, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre temps et votre curiosité. J'adorerais lire vos réflexions, alors partagez-les dans les commentaires. Le vrai dialogue commence maintenant. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs d'un sujet complexe, abonnez-vous et activez la cloche, car nous avons beaucoup plus d'expéditions comme celle-ci préparées pour vous. Continuez à questionner, continuez à explorer, car comprendre comment fonctionne le monde est le premier et le plus puissant pas pour commencer à le changer. Et maintenant, la question finale est, de quel côté êtes-vous vraiment?